Alors, le cancer, vos gènes, vos choix, la vérité. Voilà. Ça, vous savez tout, vous avez l'écran. Donc, le docteur Lipton. Alors, c'est un biologiste cellulaire qui a écrit un livre qui s'appelle, bon, je vous ai traduit ça, La biologie de la croyance. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Et il a eu beaucoup de prix. Il a reçu pas mal de choses au niveau prix. Et en fait, c'est quelqu'un qui a étudié la membrane cellulaire. C'est un biologiste cellulaire, donc. Et ses études ont révélé que la couche externe de la cellule, bon, je vous ai vraiment rétréci ça, donc la couche externe de la cellule, c'était un homologue organique d'une puce d'ordinateur. Donc, basiquement, ce que vous avez autour de la cellule, c'est aussi intelligent qu'une puce d'ordinateur. C'est l'équivalent d'un cerveau, mais autour de la cellule. Ça va là, c'est pas dur là. Donc, il y a d'autres de ces recherches qui ont aussi révélé que l'environnement de cette membrane, donc ce qu'il y a autour, ça contrôle le comportement et la physiologie de la cellule en déclenchant ou en stoppant l'activité de ces gènes. Je vous raconte ça parce qu'on va beaucoup parler de gènes dans cette présentation et ça vous aidera peut-être à mieux comprendre de quoi je vais vous parler tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on va parler prévention du cancer et quand on parle prévention du cancer, on implique beaucoup la génétique. On invoque le fait que le cancer est provoqué par une déficience génétique ou un nouveau gène contaminé. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Alors donc, le docteur Lipton n'est absolument pas d'accord avec ce qu'on vous fait croire à ce niveau-là, donc en vous disant que vos gènes sont responsables du cancer. Alors si parmi vous, il y en a qui ont une famille qui est condamnée à avoir systématiquement un cancer, toujours le même, ça c'est pour vous. Ça change toute la donne, vous allez voir ça. Donc il dit, le public a été programmé pour penser que les gènes contrôlent les caractéristiques de notre vie, qu'elles soient physiques, émotionnelles et comportementales. Donc, en d'autres termes, la qualité de notre vie dépend de notre hérédité. Donc, les gènes sont les éléments qui font que notre vie est ce qu'elle est. Et là, le docteur Lipton dit, j'ai un problème avec ça, parce que les gènes, ce n'est rien d'autre que des plans, en fait, des cartes. C'est rien. On va rentrer un peu dans le sujet. Donc, le corps est constitué d'environ 100 000 molécules de protéines différentes. Les protéines, c'est des molécules très complexes. Elles sortent d'un programme qui détermine ce qu'elles sont. La croyance actuelle veut que le plan de l'ADN s'auto-mette à jour, ce qui signifie que les gènes vont se mettre en route ou vont s'arrêter tout seuls. Donc, si vous adhérez à ce principe, vous vous dites que vos caractéristiques, qu'elles soient saines ou celles d'un malade, sont liées à des gènes qui sont capables de se mettre en marche ou de s'arrêter tout seuls. Et là, le docteur Lipton, il vous dit, les gènes, ça se met pas à jour. Ça contrôle rien du tout. C'est juste un plan. Alors, par contre, là où il y a une différence, c'est sur qui va lire ces plans et qui va les modifier. Et c'est là qu'on rentre dans... Alors ça, c'est un sujet qui me fascine. Là, on rentre dans l'épigénétique. Alors, il vous explique que toutes les maladies sont à 90 ou à 100% le résultat de notre façon de répondre aux événements de la vie. Et donc, de ce que le cerveau va faire circuler dans le sang et qui décidera du sort de nos cellules. Bon, déjà hier, ceux qui étaient là à la conférence d'hier, ils ont découvert, ou peut-être qu'ils le savaient, enfin je leur ai expliqué que en fonction de nos émotions, donc si on était heureux, on fabriquait de l'ocytocine, de la dopamine, des choses comme ça, et que ça avait une influence directe sur ce que c'était notre cerveau qui allait produire tout ça, et que ça allait dans notre sang, et que ça allait influencer, entre autres,
notre capacité à faire fonctionner l'apoptose, qui est notre système d'étouffement des cellules anormales. Okay, donc, le cerveau décide de ce qui va se faire circuler dans le sang et qui va décider du sort de nos cellules. Quand le cerveau envoie de la dopamine et de l'acide d'ocytocine et des choses comme ça dans le sang, il va stimuler un bon fonctionnement cellulaire et donc cette mise en marche qu'est l'apoptose pour aller et éliminer les cellules anormales. On est bien d'accord. Donc on en revient alors à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ceux qui pensent qu'ils sont condamnés par leur programmation génétique. Il dit que, bien sûr, il y a des femmes chez qui on va identifier le gène BRCA1. C'est le gène du cancer du sein. Et il dit, il n'y a que 50% de ces femmes qui vont déclencher un cancer du sein, même si sur les 100% qui portent le gène BRCA1. Ce que 50%. Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh ben, c'est leur environnement. Et c'est comme ça que l'énergie, que l'épigénétique va faire la différence. C'est en fonction de notre perception de notre environnement et de ses réactions. Okay. Il dit, alors je vous ai quand même donné une petite définition de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'étude des changements héritables dans l'expression génétique. Donc c'est l'expression active contre l'expression inactive, ce qui affecte la façon dont les cellules lisent les gènes. Okay. C'est ce qui affecte la façon dont les cellules lisent les gènes. Selon la façon dont vos cellules vont lire vos gènes, l'interprétation va être différente. C'est un peu comme un système de téléphone arabe. Il y en a un qui va dire quelque chose à l'oreille de l'autre et au bout du cercle, on va avoir quelque chose de complètement différent. Donc, un changement épigénétique, c'est un phénomène régulier et naturel qui peut être influencé par des facteurs aussi variables que l'âge, l'environnement, le style de vie, la maladie. C'est ça qui va tout changer. Alors, il explique que l'épigénétique ne se contente pas de lire les gènes et de sélectionner ces gènes, elle change la façon d'interpréter le plan génétique. Alors, il dit, disons que vous venez avec un gène sain, mais que vous vivez dans un monde dominé par le stress et les conflits, les mécanismes de l'épigénétique peuvent complètement réécrire le gène. La recherche actuelle découvre à l'heure actuelle le rôle qu'a l'épigénétique dans un grand nombre de maladies mortelles. Et là, il explique que si on dit que 10% des cancers ont un lien héréditaire, on dira aussi que 90% des cancers ne sont pas dus à des programmations génétiques prédéterminées. Et il explique que la façon dont les gens vivent leur vie, le stress, la façon de manger, c'est quelque chose qui peut être identifié et on peut fabriquer environ 3000 variantes de protéines à partir du même plan génétique, juste en changeant l'environnement. D'un coup, ça nous dit, je suis venu avec un ensemble d'outils génétiques, mais je peux réécrire les plans. Et là, je vous ai écrit sur la slide que votre perception et la réaction à un environnement vont presser la gâchette, alors que votre hérédité charge le fusil. Et ben, c'est tout à fait ça, effectivement. Et ça arrive dans beaucoup de situations. Donc, l'environnement, les infos de l'environnement, comment notre esprit interprète cet environnement, c'est effectivement ça qui va contrôler notre activité génétique. Et donc, il dit, on trouve aujourd'hui que le contrôle épigénétique, c'est ça la source des problèmes. Seulement 10% donc des cancers sont issus des gènes. Et 90% des cancers est en fait le résultat d'une réponse individuelle à l'environnement ou à la perception de la vie. Donc, l'épigénétique ne se contente pas de lire les gènes et de sélectionner ces gènes, elle change la façon d'interpréter le plan génétique. Disons que vous venez avec un gène sain, mais si vous vivez un monde dominé par le stress et le conflit, voilà, ça change tout. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, je vais passer mon papier. Voilà. Alors, l'important, effectivement, alors à ce moment-là, vous comprenez une chose, c'est que vous avez tout faux si vous croyez que vous allez mourir d'un cancer parce que vous avez hérité d'un gène cancéreux. C'est bien, c'est bien. J'espère que vous avez compris ça. J'espère que vous avez compris ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué hier. Il y a quelqu'un qui m'a contacté à propos de ce webinaire et qui me disait oui, voilà, dans la famille, on a tout un cancer du sein et des ovaires et ils ont envie de tout m'enlever. Est-ce que je devrais tout m'enlever? Ben là, je vais lui dire non. Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est ce que le docteur Lipton explique ici. Il dit, on a étudié le cas d'enfants adoptés par des familles dans lesquelles tout le monde subissait le même cancer, hein, un certain type de cancer. Il a dit, on a trouvé que ces enfants, dont les gènes n'avaient absolument rien de similaire avec ceux de leurs parents adoptifs, hein, ces enfants finissaient par déclencher le cancer familial avec les mêmes probabilités que leurs frères et sœurs qui appartenaient génétiquement à la famille. Au départ, absolument rien les liait génétiquement. Et pourtant, ils ont aussi déclenché ce genre de cancer comme s'ils avaient les mêmes liens génétiques. Ce qui signifie bien que c'est le style de vie, les croyances familiales qui ont perpétué le déclenchement du cancer. Rien à voir avec la programmation génétique. Alors, ce qu'il veut dire aussi par là, c'est qu'il n'y a rien de physique à l'origine de nos maux. L'idée, c'est que 3 milliards de cellules dans notre corps travaillent à maintenir notre équilibre interne et donc l'homéostase, etc. Ça, c'est une inclinaison naturelle. L'univers est bourré d'énergie invisible. Si on oublie l'aspect physique de l'univers, on va se pencher sur l'esprit. Mais ce qu'il voulait surtout dire, c'est que donc on n'est pas des victimes passives, à moins d'écouter notre médecin qui va nous entraîner à penser que nous le sommes. C'est notre perception des choses donc qui va nous donner ou pas le cancer. Et donc, même si on a le gène d'un cancer, on ne le déclenchera que si notre perception, notre psychologie va l'y inviter. Okay? Donc il insiste là-dessus, il dit c'est le style de vie et les croyances familiales qui perpétuent le déclenchement du cancer, ce qui n'a rien à voir avec la programmation et ce qui vient vraiment du niveau de résilience. Alors il explique qu'au niveau de la programmation en question, effectivement, le cerveau enregistre des données dans le subconscient pendant les 7 premières années de la vie. La nature a créé le cerveau de l'enfant pour qu'il soit capable d'apprendre plein de choses sans direct, sans livre, hein, juste en observant et en enregistrant les comportements. Et il dit, si ces enregistrements sont sains, tout va bien. S'ils ne le sont pas, eh ben, ils pourront déclencher des cancers. C'est tout simple. Hein, donc, on récupère la programmation de nos parents. Et donc, la clé ici, eh ben, ce sont nos croyances et nos attitudes. C'est ça qui va faire qu'on va déclencher ou pas un cancer. Alors, qu'est-ce que... bon, effectivement, on a tous des freins par rapport à ça. Donc, on pensait que le cancer n'était que génétique. Maintenant, on sait que les programmations se retrouvent d'une génération après l'autre. Moi, je vois ça beaucoup... même en dehors du cancer, je vois ça chez des personnes qui viennent me voir pour des problèmes, je sais pas moi, d'auto-immunité, en particulier tout ce qui est hypothyroïdie, donc la Hashimoto. Moi, je vois ça chez des femmes qui subissent des générations de femmes soumises, de femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas en mesure d'exprimer quoi que ce soit, qu'il fallait qu'elles se taisent, qu'elles étaient là pour le service des autres. C'est des choses qui sont plus autant pratiquées aujourd'hui,
hein, et qui du coup crée des conflits entre la décision de la femme et son subconscient qui lui dit pour la protéger, attends, t'es pas censé dire quoi que ce soit, t'es pas censé la ramener, t'es censé te soumettre, t'es censé faire ce qu'on te dit. Et donc ça, le fait de ne pas pouvoir exprimer quoi que ce soit, ça vous déglingue complètement une thyroïde. Et bien ça fait partie de ce type de programmation qu'on retrouve d'une génération après l'autre. Et maintenant, eh ben, il faut séparer, l'influence des gènes de l'influence de la programmation. Si les gènes ne sont responsables qu'à 10% du cancer, ça signifie qu'il en reste 90, on l'a vu tout à l'heure, que le style de vie et le comportement émotionnel, c'était énorme. Et ça signifie qu'on fabrique mentalement nos cancers et qu'on ne peut pas vraiment rentrer en rémission si on n'a pas changé radicalement notre style de vie. Mais il dit malheureusement nos croyances ont un énorme impact sur notre attitude mentale et surtout la façon dont la machine qui fabrique nos croyances actuelles va le faire. C'est-à-dire que il dit l'information c'est une grosse bête qui ne se transforme pas du jour au lendemain. Il explique qu'en fait, il ne suffit pas qu'on vous dise « Tiens, on a trouvé quelque chose de neuf » pour que ça entre dans les habitudes et les schémas de pensée. Ça va prendre du temps. Il dit que tout nouveau matériel n'est pas à la portée de tous instantanément. Les livres de classe, par exemple, sont en général 10 à 15 ans derrière les nouveaux courants de pensée, les dernières découvertes. Il y a aussi les biais liés aux intérêts financiers. Il raconte que quand il faisait de la recherche à la fac de médecine, il a appris que l'argent qui était alloué à sa recherche venait du gouvernement, mais surtout de l'industrie pharmaceutique. Et pour lui, c'est un biais qui interfère dans la neutralité des résultats et surtout dans leur divulgation au grand public. Parce qu'évidemment, l'industrie pharmaceutique, elle va sélectionner les résultats qui va la mettre en valeur. Hein, et elle va ignorer les résultats qui vont entrer en conflit avec ses idées. Mais on a besoin d'argent pour la recherche, alors qu'en même temps, la source de l'argent est un biais. C'est pour ça que même si aujourd'hui on reconnaît que le contrôle vient de l'environnement et de l'esprit, le gros dinosaure qu'est le système de santé actuel va mettre beaucoup de temps à évoluer à ce sujet. Et pour un chercheur, comme il dit, c'est un peu embarrassant d'en être le témoin. Ça, c'est vrai. Il dit surtout si vous contemplez l'état actuel du traitement contre le cancer. Il a assez honte. Il dit la chimio et la radiation. Exactement les mêmes procédures que dans les années 30, après tous les millions qui ont été investis dans la recherche contre le cancer. Il explique que chimio et radiation, donc et radiothérapie, ça tue les cellules qui se divisent. Or, tous les jours, un corps humain moyen va perdre des centaines de milliers de cellules qui meurent. Sur la peau, les cheveux, la muqueuse intestinale, les membranes cellulaires, presque 3 milliards de cellules sont remplacées tous les 3 jours. Donc, dans le cas d'un cancer, les cellules cancéreuses, elles vont se diviser de façon anarchique. C'est comme ça que ça fabrique des tumeurs et hors de contrôle. Mais une personne cancéreuse doit, quoi qu'il en soit, continuer à renouveler tous les jours les autres millions de cellules qui meurent dans son organisme. Si on ne remplace pas ces cellules, il va y avoir un gros problème. Donc, si on revient à la chimio et à la radiothérapie, le Dr Lipton explique que c'est des techniques qui simplement stoppent la division des cellules cancéreuses, mais de toutes les cellules en fait. Toutes les cellules, qu'elles soient cancéreuses ou pas, sont stoppées dans leur division. Alors, qu'il y ait une cellule souche normale qui remplace des milliards de cellules, ou que ce soit une cellule cancéreuse, ça fait absolument aucune différence. Dans les deux cas, elles sont éliminées. Donc ces traitements, ça tue tout. Et moi, à côté de ça, non, c'est lui d'ailleurs qui le rappelle, mais c'est des choses dont je parle beaucoup. La muqueuse intestinale, elle doit être remplacée tous les 3 jours. Et une muqueuse défectueuse, c'est le début de la fin. Si vous n'avez pas de cancer et que vous subissez une chimio et des radiations, vous allez être malade comme un chien. Il va falloir un temps fou pour vous en remettre. Et 2 personnes saines, vous vous retrouvez dans un état de personne malade. Alors imaginez ce qui se passe pour quelqu'un de malade qui va subir une chimio et des radiations. Et ça fait bientôt 90 ans qu'on utilise ces poisons-là sur des personnes malades. Et là, il dit, il est vraiment temps de changer d'approche. C'est vrai, il a entièrement raison. Alors, là, il va aborder
il y a tout un chapitre sur les solutions. Alors, j'ai essayé de vous simplifier ça au maximum. Il faut changer. Voilà, il faut changer avec l'amour. Donc, il dit, sans radiation ni chimio, on a le pouvoir de sortir du camp des victimes. Donc, même si une personne en phase terminale de cancer, elle se dit qu'elle n'a plus rien, si elle a encore des moyens de se sauver. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu aussi hier. Hein. Donc, nous devons influencer nous-mêmes notre activité génétique. Hein. Donc, on peut changer d'environnement. On peut aussi changer notre perception de la vie. C'est de cette façon qu'on va influencer notre action génétique. Et on a en fait tout à fait le contrôle. On n'est pas des victimes passives, sauf si un médecin nous entraîne à penser qu'on l'est. Donc, on va vous dire, ok, tuer le cancer, mais tuer le cancer, ça ne règle absolument pas le problème. Il a dit, ça n'a rien à voir avec les gènes ou les cellules de cancer. Il a dit, il faut que vous aimiez la vie. il explique un peu ce que j'expliquais hier. Hein. Il a dit, si vous êtes amoureux, si vous aimez la vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous ouvrez les yeux et que vous voyez quelqu'un que vous aimez? Vous sentez l'amour, enfin je veux dire, vous ressentez l'amour. Et ce sentiment va donner des ordres au cerveau. Il va envoyer de la dopamine qui va signifier plaisir, l'ocytocine qui signifie attachement à l'autre, vasopressine, c'est un produit chimique qui vous rend plus attirant lorsque vous êtes heureux. Et surtout, quand le cerveau sait que vous éprouvez de l'amour, il envoie de l'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, c'est la fontaine de jouvence. Donc il dit quel est l'intérêt de cultiver l'amour et la gratitude au lieu de la colère et de la frustration? C'est tout simple. La chimie du cerveau y répond en soutenant votre santé. Et alors là, c'est intéressant parce que lui, il parle pas d'apoptose comme le faisait le docteur Turner hier. Bon, il parle de, c'est vrai, mais ce qu'il oublie de dire, là où c'est difficile, c'est que quand on a un cancer, c'est qu'on est quand même relativement toxique. Et malheureusement, les émotions classiques de la toxicité, c'est la peur et la colère. Hein. Donc, ça devient compliqué après. Mais donc, l'hormone de croissance est directement liée à l'immunité et une des meilleures façons de la stimuler, c'est encore de vivre dans une sorte d'euphorie. Il faut entretenir sa joie de vivre et l'amour des autres et la gratitude et des choses comme ça pour y arriver. Alors évidemment, si on vit dans la peur, ça change tout. Il explique que quand vous vivez dans la peur, vous ne profitez pas de toute cette dopamine ni de l'hormone de croissance au point que ça va interférer avec l'immunité. Et donc le stress de vivre dans la peur fait intervenir des hormones de suppression de l'immunité. Voilà. C'est ce qu'on va donner à ceux qui doivent recevoir un organe, par exemple. Hein. On leur donne des hormones qui vont supprimer l'immunité pour qu'il n'y ait pas de rejet. Mais c'est la même chose lorsque vous avez une maladie auto-immune et qu'on vous donne des immunodépresseurs. Hein. Sans immunité et sans hormones de croissance, il n'y a que la maladie qui reste. Le problème, c'est que vous avez une voix dans votre tête et votre subconscient qui fonctionne tout seul. Le subconscient, il est 1 million de fois plus puissant que le conscient. 1 million de fois. Donc, si la programmation dont je vous ai parlé plus tôt je veux dire, est négative pour vous, à ce moment-là, il ne va pas vous aider dans votre développement. Le corps va vous le dire en tombant malade et vous ne pourrez ni être heureux ni en forme parce que votre programmation vous affaiblit. En fait, 95% de votre vie ne vient pas de ce que vous souhaitez ni désirez. Ces 95% viennent en fait de l'autopilote que vous êtes fabriqué dès le dernier trimestre de votre gestation, puis durant les 7 premières années de votre vie au contact avec vos parents. Ça, c'est quelque chose que je vais sans arrêt répéter parce que c'est extrêmement important. Donc, c'est là qu'il faut vraiment s'efforcer à avoir des pensées positives parce que quand vous avez des pensées positives sur la guérison, à ce moment-là, vous savez prendre soin de vous. Et précisément combien de pensées positives
pouvez-vous avoir dans la journée? Seulement 5%. Donc, à moins que vous fabriquiez un rituel et d'influencer consciemment ces pensées positives, entre autres avec des huiles essentielles, hein, ça c'est particulièrement efficace, eh ben, vous allez avoir beaucoup de mal à faire remonter, de privilégier les émotions positives. Et donc de travailler en permanence sur la sécrétion des bonnes la sécrétion des bonnes hormones. Alors, donc comme je vous le disais, la source des maladies, voilà, c'est 90%, 100%, le résultat de notre façon de répondre à la vie, de notre style de vie et de notre niveau de stress. Et c'est pour ça qu'une des premières choses qu'il faut faire, c'est combattre le stress. Et une des meilleures façons de combattre le stress, c'est de ne pas avoir peur. Et une des meilleures façons de ne pas avoir peur, c'est de vivre dans la gratitude, de cultiver la gratitude. Et ça, c'est le Dr Lipton qui le dit, alors que c'est quelque chose que je viens juste d'expliquer dans mon mode d'emploi du stress, quelque chose que j'ai fabriqué il n'y a pas tellement longtemps, il y a moins d'un mois. Alors là, il revient sur l'épigénétique en disant que, encore une fois, c'était pas le cancer le problème, que le cancer, c'est la façon qu'a notre corps de dire qu'on n'est pas en harmonie avec le monde qui nous entoure ou avec nous-mêmes. C'est ça le problème. C'est en fait, si vous pouvez tout à fait décider de tuer le cancer du moment que vous changez entièrement votre façon de voir les choses. Donc, ce cancer va revenir, c'est ce que j'expliquais hier, hein, ma copine Barbara, elle a eu un cancer du sein à gauche qui a été coupé, chimioté, radié, tout ce que vous voulez, et elle a fabriqué le même à droite. Parce qu'elle a absolument rien voulu, en fait c'est une fille qui est extrêmement en colère de vivre en Californie dans un endroit fabuleusement beau au lieu d'être en France. Une fois qu'elle a été en France, après son premier cancer, elle a fabriqué le deuxième. Là, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une bêtise, mais c'était trop tard, elle en est morte. Mais bon, si vous enlevez justement le symptôme de façon artificielle, si vous coupez le cancer, vous avez aucune idée de où vous en êtes. Votre cancer, c'est lui qui vous dit il y a quelque chose à changer. C'est lui qui vous dit il y a quelque chose qui cloche. C'est ça qui a. Et moi, j'adorais la façon dont le docteur Lipton le dit. Il dit si vous enlevez alors il parle d'un clignotant. Hein, je sais pas si j'en ai parlé ici, mais il dit c'est comme dans une voiture, vous avez plus d'huile, du coup vous avez le clignotant rouge qui s'allume sur le moteur, sur le tableau de bord. C'est pas parce que vous allez enlever la petite lumière rouge que vous aurez mis de l'huile. Hein. C'est exactement pareil quand vous enlevez le cancer. Voilà. Bien sûr, je suis d'accord qu'il faille résorber au maximum la propagation de la bête, etc. Mais quand il dit que c'est vrai qu'en enlevant simplement le cancer, vous résolvez rien du tout. C'est une chose de l'enlever, mais il faut résoudre tout ce qui va autour. Et ça, c'est impératif, ça ne viendra qu'en surveillant ce que vous faites, et entre autres, comment vous vivez. Hein. L'attitude dont vous levant le matin, c'est énorme. Si vous vous levez en vous disant oh, zut, on est lundi, c'est la fin des haricots, il y a encore toute la semaine, vous êtes négatif. Si vous vous levez en vous disant chouette, je vais encore faire ci et ça, je vais profiter de ci ou ça, le ciel est bleu, c'est merveilleux, je suis heureux, etc. Ça change tout. Bon, évidemment, après, ce n'est que une histoire de comment votre cerveau enregistre. Comment vous interprétez. Hein. Ça dépend encore une fois de votre niveau de résilience, ça dépend de votre façon de voir le verre plutôt vide ou plutôt plein. Hein. Ça évidemment, c'est à surveiller en priorité, c'est ne surtout pas laisser s'infiltrer la négation, le négativisme, la toxicité, etc. Hein. Donc, il faut que vous répétiez à votre esprit que vous aimez la vie et que vous êtes reconnaissant et que vous attendez au meilleur. Et c'est que comme ça que vous allez remonter votre niveau énergétique. Alors là, je parle d'énergie parce que effectivement, ce n'est qu'une histoire d'énergie.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a absolument rien de physique à l'origine de vos mots. Alors là, j'adore sa façon d'expliquer tout ça. Il dit, l'idée, c'est que donc les 3 milliards de cellules de votre corps ne travaillent que pour maintenir l'homéostase. Et il dit, si on se penche sur l'esprit, on voit les choses sous un autre angle. Parce qu'il dit, on ne considère jamais l'esprit parce que c'est pas démontrable scientifiquement. Donc, c'est hors biologie humaine, parce qu'en science, on doit pouvoir mesurer les choses. Mais il dit, pourquoi ne pas mesurer l'esprit? Parce qu'on ne peut pas, non, c'est une énergie, ok? On va pouvoir la voir, cette énergie, en mettant des électrodes sur la tête, hein, mais on va pas pouvoir la contrôler. Donc, on va penser que cette énergie n'affecte pas le corps. Mais en 1925, les physiciens ont reconnu que la matière n'était qu'une illusion, hein, une association d'atomes, qui n'a absolument rien de physique. On voit la matière grâce à la lumière, mais ce qu'on voit n'est que la surface, de là où la lumière vient se refléter. Donc en fait, tout est invisible. Tout ce qui est fait de matière est invisible, et c'est pour ça qu'on ne la voit pas dans le noir. C'est génial comme explication. Et il dit, et pourtant, les atomes ne sont que des mini nanotordades, des vortex d'énergie qui nous repoussent, qui repoussent la main. Alors, il dit, cette énergie, elle est vitale. Ok? Et il explique que, malheureusement, cette énergie vitale, elle est pas, on peut pas la mettre en bouteille. Et vous vous dites, dans notre grande illusion, cette énergie, on pense qu'elle est physique, mais en 1925, la physique quantique nous disait que c'était une illusion parce que sous l'apparence physique, il n'y a que de l'énergie. C'est l'esprit qui agit pour donner forme à l'énergie. Nos pensées, elles sont de l'énergie qui prend forme, et cette énergie interagit avec l'énergie de nos cellules en physique quantique. Ça, la physique quantique, c'est quelque chose que j'expérimente depuis des années et ça fonctionne extrêmement bien parce que je suis capable à distance d'aller agir sur quelqu'un qui a mal ou à distance de faire dormir quelqu'un. Et c'est énorme tout ce qu'on arrive à faire à distance. Je suis capable d'aller identifier plein de déséquilibres chez quelqu'un à distance en l'ayant juste devant moi. Je veux dire, quand je l'ai devant moi, c'est via Skype par exemple, même sans d'ailleurs, sans. Je peux me concentrer sur quelqu'un et aller identifier plein de choses. Parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de notion de distance quand on parle d'énergie, en termes d'énergie. Ok? Et l'esprit, la pensée, tout simplement l'intention sont suffisantes pour qu'il y ait une connexion et que cette énergie agisse sur nos cellules. Hein. Et donc, il explique que la physique d'aujourd'hui ne dit plus que c'est pas possible. Elle dit que c'est la seule façon que ça se passe. L'énergie affecte l'énergie. Le gros problème, c'est que si je peux guérir avec de l'énergie, c'est un problème pour l'industrie pharmaceutique. Oui, parce que l'industrie pharmaceutique, elle sait pas mettre l'énergie vitale en bouteille, ni en gélule, ni en rien du tout, hein, d'ailleurs. Elle fait de très très gros profits en vendant des médicaments et malheureusement ne sait pas vendre d'énergie. C'est pour ça que si on dit à un labo, qu'est-ce que vous pensez de la guérison énergétique, il va vous dire, ça va pas, non, c'est beaucoup trop dangereux, on va quand même pas vendre ça. Dans ces cas-là, il vaut mieux dire que c'est dangereux. C'est comme les médecins qui vont dire que, je sais pas moi, l'homéopathie c'est dangereux, l'aromathérapie c'est dangereux, les compléments alimentaires c'est dangereux, tout ça c'est dangereux. Oui, bien sûr, c'est vrai que les médicaments c'est pas dangereux, la chimio non plus, les radiations non plus. Mais voilà, dans le doute, ils vont vous dire que c'est dangereux, puis surtout quand ils veulent pas que ça fuit, que ça se sache, ils vont dire que c'est dangereux. Et donc l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui ne vend que du physique. Elle va pas commencer à admettre que vous pouvez guérir via votre énergie et vos pensées, vous vous rendez compte? Cette industrie-là, c'est la plus grosse industrie du monde et c'est une industrie qui doit à tout prix continuer à manipuler votre système de croyances et à tout prix, sous peine de s'effondrer. Hein. Donc elle doit continuer à manipuler les gouvernements et les médias et surtout l'Internet. Hein.
parce que de plus en plus de gens vont sur Internet, vont chercher des solutions sur Internet. Et du coup, les labos vont payer des gens 24 heures sur 24 pour couvrir l'Internet et vous raconter toutes leurs histoires, les success stories en prenant des, des médicaments, bien sûr. Alors, il faut il vous le rappelle, moi je vous le rappelle, mais tout le monde vous le rappelle, un médicament n'a jamais guéri personne. Et par contre, les seules fois, alors ça vient d'être démontré au sujet comment on appelle ça, les antidépresseurs. Ils viennent de démontrer que tout ce qu'un antidépresseur pouvait avoir de positif en termes de résultats ne venait à 75% que de son placebo, de son effet placebo. Et du coup, le professeur Lipton, il en parle de l'effet placebo. Il dit que au moins, alors, le placebo, c'est quand on croit à quelque chose, d'accord, quand on est convaincu de l'efficacité de quelque chose. Moi, je vois une chose, c'est que, bon, on voit très facilement, je me souviens quand mes gosses étaient tout petits, que j'étais arrivée aux États-Unis, il y avait pas, moi j'étais formée à l'homéopathie, je me souviens à cette époque-là, je savais que ça. Et ici, l'homéopathie, ils vous disent que c'est complètement placebo, enfin c'est un placebo comme un autre, que c'est complètement dans la tête, etc. Mais on s'en fout à la limite que ce soit dans la tête ou pas, du moment que ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un gamin, un bébé, il sait pas ce qu'on lui fait, ok? Il sait pas si ce que vous allez lui donner, c'est bon ou pas. Ça, et je vois sur les chiens. Bon, l'homéopathie, j'ai jamais vu que ça marchait sur un chien. Par contre, l'aromathérapie, ah oui, ah ça, sacrément. Et un chien, il va pas non plus faire la différence. Il va pas se dire ah mais ça doit être certainement très bien, ça marche. Voilà. Bon, la différence, c'est que bon, un placebo, c'est tout bon, parce qu'il n'y a absolument aucun risque d'effet secondaires. Ce qui n'est pas le cas avec un antidépresseur. C'est pour ça qu'ils ont commencé à se pencher sur comment atténuer les effets secondaires des antidépresseurs en regardant l'effet placebo de la croyance que les gens ont en leur efficacité. Mais en fait, voilà, tout ce qui vient s'ajouter à votre guérison, c'est uniquement ce qui vient de vos émotions, de vos attitudes, de vos croyances. C'est tout ça qui va passer dans vos cellules, dans la chimie de votre sang, etc. Et là, le docteur Lipton, il insiste beaucoup sur les interactions des médicaments. Voilà. Il veut rappeler que les médicaments interagissent avec plus d'une seule zone du corps. Ils agissent sur beaucoup plus que la zone sur laquelle vous avez envie qu'ils agissent. Et il vous explique il vous donne un exemple tout bête, les femmes qui ont des problèmes d'œstrogène, on va leur donner des œstrogènes parce que leur œstrogène s'arrête au moment de ménopause. Mais il dit les œstrogènes ont une action importante dans la physiologie humaine. Et il dit on va retrouver des récepteurs d'œstrogènes dans le cœur et dans le cerveau qui vont réguler le flux sanguin. Donc les œstrogènes n'ont pas que un effet sur la reproduction, mais ils ont aussi un effet sur l'irrigation du cerveau et du cœur. Et on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas faire de thérapie hormonale de remplacement à cause des effets secondaires, à cause des crises cardiaques, à cause des AVC. Mais le problème, c'est que donc les œstrogènes ne se contentent pas d'agir que sur la reproduction, ils agissent aussi sur le système vasculaire. Mais on va vous dire que c'est ok d'avoir des effets secondaires quand on prend des médicaments. Et là, il rajoute 300 000 personnes meurent tous les ans parce qu'elles suivent leur ordonnance. Elles suivent leur ordonnance. Donc elles meurent uniquement à cause des effets secondaires des prescriptions qu'on leur a fait. Et on va vous dire que c'est le coût de pratiquer de la médecine. On va vous dire que c'est comme ça. Seulement, alors qu'il n'y a que 30 000 personnes qui vont mourir en prenant des drogues illégales, par exemple, des choses qui se vendent dans la rue. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On en parle beaucoup plus que des 300 000 qui meurent en suivant les prescriptions de leur médecin. Voilà, donc ce qu'on veut toujours pas qu'on vous dise, il revient encore en disant que nous, en tant qu'humains, nous sommes la plus puissante source de guérison qui existe. Et que
on vous nous enlevez ce pouvoir en nous maintenant dans la peur de faire mal, la peur de ne pas maîtriser la situation. Comme nous, on n'a pas fait 10 ans d'études de médecine pour avoir une étiquette sur le front qui garantit que on a le pouvoir de tout changer, on a le pouvoir. Mais oui, mais non. La plus grande source de guérison, c'est toujours nous, même malgré ce qu'on veut nous dire. Et ça, c'est quelque chose que qui a quand même été pas mal démontré dans la présentation que j'ai fait hier, parce que c'est ce que Dr Turner explique, que tous les malades qu'on a renvoyés chez eux en leur disant bon voilà, votre cancer c'est cuit, il est beaucoup trop avancé, on peut absolument plus rien faire pour vous. Vous n'avez plus qu'à attendre la fin dans les meilleures conditions possibles. Il y en a quand même beaucoup, enfin en tout cas ceux qui se sont pas dit d'accord, si le docteur a dit que j'étais cuit, c'est que je suis cuit. Ceux qui se sont dit non, ça va falloir que je trouve une solution tout seul. Et ils ont trouvé des solutions tout seuls. Ils ont puisé dans leurs ressources à eux pour aller finalement identifier quels étaient leurs vrais besoins, identifier ce qu'il fallait faire et aller chercher en dehors de leur subconscient, aller chercher ils ont utilisé beaucoup de méditation d'ailleurs pour trouver la solution en eux. Là, c'est ce qui vous explique le Dr Lipton, c'est que comme votre subconscient est 1 million de fois plus puissant que votre conscient, si vous ne faites pas l'effort exprès de penser positif, vous allez toujours penser négatif. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile, à moins qu'on vous ait entraîné quand vous étiez petit à ne penser que positif. Et donc cette pensée positive, elle va être suffisante. Alors là, donc il parle encore de rituel. Alors c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes coachés. Je leur impose un rituel que moi j'ai appris grâce à Tony Robbins, qui est un gros utilisateur de rituels et qui a enseigné ces rituels à des millions de personnes à travers sur le globe. Et c'est des rituels qui font systématiquement intervenir la gratitude. Parce qu'il explique, dans la gratitude, on ne peut pas vivre de peur. On ne peut pas être à la fois reconnaissant de ce qu'on a et en même temps avoir peur et vivre dans l'anxiété. Et d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle présentation j'en parle, mais ça doit être dans celle sur, je ne sais plus si c'est dans la dépression, mais c'est celui que je redonne demain d'ailleurs. Je parlais d'une expérience, ils ont fait une expérience à Berkeley, à l'université de Berkeley, où ils ont mis tout un groupe de personnes qui étaient diagnostiquées dépressives chroniques, donc des gens qui avaient pas réussi à sortir de ça depuis très 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 longtemps. Ils ont été les mettre devant des miroirs en leur demandant d'avoir d'avoir un sourire forcé, en fait, de s'obliger à sourire, d'avoir la banane pendant 20 minutes sans discontinuer devant un miroir. Une fois par jour, pendant 15 jours. Et au bout des 15 jours, 90% de tous ceux qui avaient fait ce test n'ont pas eu besoin d'avoir recours à des soi-disant médicaments pour aller se sentir mieux. Voilà. Automatiquement, avec 15 jours de banane forcée, de sourire forcé devant la glace, leurs émotions s'étaient élevées, leur perception des choses s'était améliorée, et automatiquement toute leur réaction, toute leur façon de voir la vie, et donc toute leur production hormonale, elle était transformée. Donc, pour faire un petit wrap-up, si on devait faire un petit peu quel est le réel pouvoir, le résumé de votre pouvoir sur le cancer, c'est vraiment d'abord de sortir de la peur, de sortir du camp des victimes, de changer profondément votre vie. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé hier. De surtout reconnaître que vous avez les moyens d'agir sur votre propre biologie, et donc d'avoir le pouvoir avec les bons outils, le rituel qui vous sort du négatif, et donc de quitter le pilote automatique hérité de votre enfance. Et donc, ça passe par
conserver la santé, donc ça veut dire d'abord conserver la santé à tout prix. Et donc tous les jours travailler sur immunité, inflammation, stress, sommeil, digestion, humeur. Tous les jours. Bon alors tout le monde a ses techniques. Hein. Moi c'est quelque chose que je m'efforce de faire à tous mes chouchoutés systématiquement. Donc c'est quelque chose que j'essaie de faire tous les jours. Alors, ça demande plus ou moins de travail, mais c'est vrai que tout le monde finit par trouver des solutions pour obtenir ça. Bon, moi, je sais que je fais ça à coup de méditation, de visualisation et d'huile essentielle. Maintenant, tout le monde peut trouver le bon système, mais l'important, c'est que ça agisse là-dessus. Immunité, inflammation, stress, sommeil, digestion, humeur.